Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Bruno Segui, je suis professeur dans le département de pharmacie de la faculté de santé et je dirige une équipe avec le docteur Nathalie Andrieux. Et donc, nous avons eu l'opportunité d'accueillir dans le cadre de notre équipe pendant toute cette année Victoria Caldeira du lycée Pierre de Fermat et Noaila Eddaraji du collège Jules Vallès. Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, je suis un ancien du collège Jules Vallès. Je n'ai pas fréquenté Pierre de Fermat, mais bon, voilà, on peut passer par le collège Jules Vallès et devenir chercheur au CRCT et professeur à Paul Sabatier. Voilà, c'est une très bonne formation. Je ne dénigre absolument pas la formation Pierre de Fermat, loin de là. Et alors, pour tout vous avouer, c'est pas moi qui ai encadré ces élèves de Fermat et de Jules Vallès. Hein. Je les ai rencontrés, on me les a présentés, mais j'ai très peu interagi avec eux. Et en fait, surtout, c'est les deux doctorants qui sont présents ici avec moi. Donc, Benjamin Young et Tania Margarido Pereira. Excusez-moi pour la prononciation. Ce sont deux doctorants qui sont en première année et qui sont très prometteurs, excellents, futurs chercheurs et en tout cas excellents doctorants. Donc, alors, j'ai prévu une seule diapositive hein, pour vous présenter le contexte général de l'étude des apprentis chercheurs. Donc nous, on travaille sur le mélanome cutané. C'est un cancer de la peau, comme vous le savez sûrement, qui se développe aux dépens de cellules que l'on appelle des mélanocytes. Ces cellules, ces mélanocytes forment ce que l'on appelle vulgairement les grains de beauté ou les névis. Et ces cellules sont normalement responsables de la production de pigments que l'on appelle la mélanine et qui permettent de nous protéger contre les rayons UV. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un mélanocyte se transforme en cellule de mélanome, c'est un cancer de la peau qui est extrêmement agressif, qui est hautement métastatique. Et malheureusement, on fait le constat suivant, c'est qu'il y a une augmentation de l'incidence du mélanome au cours des dernières décennies. Hein. Vous voyez que la fréquence des patients atteints de mélanome augmente considérablement au cours des dernières décennies. Et c'est un cancer qui respecte parfaitement la parité, qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Alors, fort heureusement, il y a eu des progrès considérables au cours des 10 dernières années sur la prise en charge thérapeutique des mélanomes. Donc, ce que vous avez ici, là, sur la gauche de la diapositive, pardon, sur la droite de la diapositive, vous avez la survie des patients 3 ans après le diagnostic hein, de cette maladie qui est absolument redoutable. Donc ça, c'était la survie avant 2010. Les patients étaient traités par chimiothérapie. Et vous voyez que vous avez schématiquement à peu près 10% de patients qui étaient en vie 3 ans après le diagnostic de cette pathologie redoutable. Et heureusement, en 2010, il y a eu une première révolution thérapeutique, une immunothérapie de première génération, qui a permis d'augmenter considérablement le pourcentage de survie des patients à 3 ans. Puis après, il y a eu une autre stratégie thérapeutique qui a été développée, que l'on appelle la thérapie ciblée, et qui permet aussi d'augmenter considérablement le pourcentage de survie des patients à 3 ans. Et puis, la révolution, réelle révolution, c'est l'immunothérapie de deuxième génération en 2015 et la combinaison des immunothérapies de première génération et de deuxième génération. Et vous voyez, on arrive maintenant à avoir plus de 50% des patients qui survivent à 3 ans. Alors maintenant, on a un peu plus de recul et à 5 ans, on a environ 50% des patients qui sont toujours en vie lorsqu'ils sont traités avec notamment les immunothérapies. Alors c'est dans ce contexte très général que nos travaux s'inscrivent. Hein. On essaie de comprendre quels sont les mécanismes de résistance à ces thérapeutiques, et notamment aux immunothérapies de première et deuxième génération.
Et on s'intéresse à une famille de molécules que l'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore entendu parler. Il s'agit de sphingolipides. Donc les sphingolipides, c'est une famille de lipides. Donc on a parlé des ARN, on a parlé d'ADN, on a parlé de protéines. Mais il faut savoir que des lipides jouent aussi un rôle absolument considérable dans la physiologie cellulaire et la physiologie humaine, et que certains de ces lipides sont des molécules biologiquement actives qui peuvent contrôler différents processus biologiques importants, notamment dans la cancérologie. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces sphingolipides ont un métabolisme qui est finement régulé et qui est profondément altéré chez les patients atteints de cancer, et notamment des patients atteints de mélanome. Donc ça, c'est la première classe de lipides qui nous préoccupe quotidiennement. Et la deuxième classe, ce ne sont pas des lipides, ce sont des protéines. On revient à des choses un peu plus classiques. Ce sont des cytokines. Et des cytokines qui jouent un rôle clé dans la modulation des réponses immuno-inflammatoires et que l'on pense jouer donc aussi un rôle dans la progression des mélanomes. Et l'idée, c'est qu'au travers de l'étude de ces sphingolipides et de ces cytokines, c'est d'essayer d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, on fait une recherche qui est purement fondamentale. Au tout départ, on essaie d'identifier des mécanismes impliqués dans la mélanomagénèse, c'est-à-dire dans les mécanismes d'initiation des mélanomes, des mécanismes aussi impliqués dans la résistance au traitement de ces mélanomes. On a un volet de recherche translationnelle très importante. On a déjà entendu parler de ce terme de biomarqueur, mais nous sommes aussi dans la recherche de l'identification de biomarqueurs pour essayer de prédire la réponse des patients. Et nous, les biomarqueurs qui nous préoccupent, ce sont des sphingolipides et ce sont des cytokines principalement. Et ensuite, on a cette ambition d'essayer de transférer nos découvertes fondamentales et translationnelles vers de la recherche clinique à proprement parler pour développer de nouvelles immunothérapies. Et notamment, ce sont des immunothérapies que l'on teste dans le cadre d'essais cliniques, dans le cadre de la partie hospitalière de l'Oncopole, donc ici à l'IUCT. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation très générale. Et maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin Young et à Tania Margarido. Donc, ces deux brillants doctorants qui ont encadré nos deux élèves du secondaire. Avec Tania, on va vous faire une petite introduction sur comment s'est inséré le projet des apprentis chercheurs au sein de notre équipe. Donc, ça s'est inscrit dans mon projet de thèse qui a débuté, donc, comme l'a dit mon chef d'équipe en septembre dernier. On s'intéresse aux sphingolipides et notamment à une sous-famille qu'on appelle les glycosphingolipides. Ce sont des sphingolipides mais sur lesquels on ajoute des sucres. Et il y a une enzyme qui est essentielle dans ce métabolisme-là, on l'appelle la GCS, la glucosylcéramide synthase. Et cette enzyme, c'est très simple, c'est une protéine qui réalise des réactions chimiques au sein d'une cellule. Elle prend du céramide, du glucose, et elle fait du glucosylcéramide. Cette enzyme est très importante parce qu'elle va produire le glucosylcéramide, qui est le précurseur de toute la famille des glycosphingolipides. Et ce qui est intéressant, c'est que la littérature scientifique et des résultats de mon équipe ont montré que, que cette famille de glycosphingolipides pourrait être responsable d'une réponse suboptimale aux immunothérapies chez les patients. Donc notre hypothèse serait qu'en diminuant l'activité de la GCS avec un inhibiteur, l'Eliglusta, qui est déjà un inhibiteur utilisé en clinique, on pourrait diminuer la production de ces glycosphingolipides assez complexes et éventuellement revigorer l'efficacité des immunothérapies. Et je vais maintenant laisser Tania expliquer les objectifs. Et donc c'est dans ce contexte-là que Benjamin vous a très bien expliqué que nos apprentis chercheurs, donc Victoria et Nouaila, ont deux objectifs principaux. Donc le premier, c'est de déterminer quelle est la concentration optimale à utiliser pour inhiber correctement cette enzyme-là. Et une fois elles ont déterminé cette concentration-là, elles ont étudié quels étaient les effets de l'inhibition de cette enzyme-là sur les cellules de mélanome. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nouaila, qui va vous expliquer la méthode qu'elles ont utilisée afin d'étudier l'activité de cette enzyme.
Afin de déterminer la quantité optimale d'Eliglusta, nous avons fait une dose-réponse. Donc, on a commencé pour mesurer l'activité de la GCS en fonction de la concentration en Eliglusta. Donc, on a commencé par ensemencer les cellules de mélanome dans une flasque, puis on les a traitées avec différentes doses d'Eliglusta, de 0 à 10 micromolaires, et on les a ensuite incubées 24 heures pour laisser agir l'inhibiteur. Ensuite, on incube les cellules avec du céramide fluorescent qui va être transformé par la GCS, glucosylcéramide synthase, en glucosylcéramide fluorescent. On récupère les cellules afin d'en extraire les lipides qui seront notamment fluorescents. Donc, une fois les lipides extraits, nous avons réalisé une CCM, chromatographie sur couche mince, afin de séparer les lipides. On a ensuite pris une photo de la plaque et nous avons quantifié les bandes afin de déterminer l'activité de l'enzyme. Maintenant, nous allons présenter les résultats que nous avons obtenus. Et donc, on voit ici la photo de la chromatographie qu'on a fait. Tout d'abord, on voit 13 bandes différentes. Ici. Et donc, la première bande en haut, c'est la céramide fluorescent, qui est le substrat de la GCS. On a au milieu la glucosylcéramide, qui est le produit de la GCS et donc nous indique l'activité de la GCS. Et finalement, on a la syngomyéline qu'on ne va pas s'intéresser maintenant. Ainsi, on peut conclure que l'intensité de la bande de la glycosylcéramide diminue et avec une augmentation de la concentration de Eliglusta. Et donc, ça signifie que l'activité de la GCS diminue en fonction de l'Eliglusta, comme on peut regarder avec ce graphique. Ainsi, on peut déterminer la quantité optimale pour inhiber cette enzyme qui est 8 micromolaires. Ensuite, on a voulu déterminer les conséquences d'une diminution de l'activité de la GCS. Et donc, on a d'abord mis avec des cellules de mélanome, on a traité d'Eliglusta. Et on a fait une extraction d'ARN pour voir l'expression des gènes. On a fait une cytométrie en flux pour voir l'expression des protéines. Et on a regardé au microscope la morphologie de ces cellules pour voir l'impact de cet inhibiteur. Je voulais juste remercier Benjamin et Tania et aussi notre chef d'équipe, professeur Bruno. Et merci pour votre attention.